Commençons par les rappels de la devise qui nous anime au Forum de médias et les sous-tendus par la trilogie que voici: fidélité, efficacité et régularité. Voici ceux qui sont avec nous pour faire ce numéro du 11 avril 2021. Partons de notre gauche avec Robert Ngambi. Je suis membre au bureau politique au Parti Lumumbiste Unifié et aussi secrétaire permanent adjoint chargé des affaires provinciales, questions idéologiques et questions électorales au Parti Lumumbiste Unifié du vénérable et immortel patriarche Antoine Gizenga, de heureuse mémoire. L'homme de Gizenga, et puis c'est Mamie Abongo, je suis analyste indépendante. Abongo, analyste indépendante. Ok. Et puis Aldarich Luboya, président national de la Ligue des jeunes du Mouvement de libération du Congo, MLC en sigle. MNC Luboya. Et puis Saïd Malanga Baudouin, éditeur, directeur responsable du journal La Chopo, parlementaire honoraire. Saïd, journaliste parlementaire honoraire. Ok. Ainsi donc, nous pouvons aller à notre droite et nous rencontrons Jean Lokaka, cadre du PPRD. Lokaka, cadre PPRD. À côté de Lokaka, Michel Kitoko, leader du club de patriotes congolais. Je suis politologue de formation. En même temps, initiateur de la dynamique politique PESA Fongolé Mboka. Je ne suis pas membre de l'Union sacrée. Ok. Et puis Lionel Odinga, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, analyste politique, actuellement membre de la nouvelle société civile. Société civile. Et alors Angèle Makombo, je suis présidente nationale du parti politique dénommé la Ligue des démocrates congolais en sigle LIDEC, membre de l'Union sacrée. Membre de l'Union sacrée, et nous terminons avec Simon Adrien Kalenga Kambelembele, UDPS Tshisekedi, porte-parole du parti. Porte-parole du parti. Ok, c'est le parti UDPS, bien entendu. Comme vous le savez, suite à une panne de notre faisceau, pour cela, les techniciens sont à pied d'œuvre en attendant qu'une solution définitive soit trouvée en trouvant un faisceau tout à fait neuf. On attend cela des autorités pour que nous ne puissions pas avoir ces perturbations. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui dans ce numéro de la commission d'enquête parlementaire pour l'Est du pays, cette commission constituée par les parlements. Et vous savez qu'à l'Est, il y a la protestation de la population, à Beni, Butembo et peut-être aussi Goma, contre la présence de la MONUSCO. Et cette situation de Goma-Beni a occasionné le point de presse hebdomadaire de la MONUSCO par rapport à l'évolution de la situation, et c'était le mercredi 7 avril à Kinshasa. Nous dirons un petit mot sur les 100 ans de l'église kimbanguiste, une grande première en République démocratique du Congo. Nous pourrons aussi voir qui contrôle les exploitants des réseaux cellulaires en République démocratique du Congo et si les consommateurs congolais est-il protégé. Un autre point qui peut-être qui n'attire pas l'attention de beaucoup de gens, le bus Transco en circulation voici bientôt un mois seulement, à peine un mois, ils sont tous pratiquement soit égratignés, soit ils portent des bosses. Alors, des bosses, c'est curieux quand même, au bout d'une année, que deviendrait
ces bus à cette allure-là. Et on a comme l'impression que les mêmes chauffeurs sont gardés, que les mêmes responsables ne sont pas interpellés pour dire à cette allure, rien ne marche. Et des gens comme ça méritent d'être changés automatiquement. Voilà de quoi ce que les forums va. Commençons par l'église kimbanguiste, qui ont une idée sur le siècle qu'a vient d'accomplir cette église, qui a célébré le 6 avril. Oui, mais Robert, historien. En 1921, il n'y avait pas une structure dénommée Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, mais par contre, c'était une prophétie dans le cadre du contexte de l'environnement, de la colonisation, de l'environnement de la domination, et surtout que le Congo était une colonie d'exploitation. Sortir dans ce contexte où il y avait encore la rigidité de la part du gouvernement colonial de l'époque, un jeune homme sorti pour pouvoir faire l'affront à cette administration, c'était extraordinaire, c'est de la bravoure, c'était un courage qui ne peut venir que du Saint-Esprit. À ce moment-là, c'était un message, ce n'était pas encore l'Église. Je ne sais pas, peut-être que les kimbanguistes eux-mêmes nous diront, mais sur le plan historique, il y a une différence à faire entre la prophétie menée par Simon Kimbangu et la création de l'Église de Jésus-Christ qui est créée en 1959. On ne fête pas le centenaire de l'Église kimbanguiste parce que l'Église n'a pas encore fait 100 ans. On fête le centenaire de la prophétie de Simon Kimbangu. En 1921, ce n'était pas la création de l'Église. En 1921, Kimbangu était encore protestant. Il a prophétisé un message fort, un message lié à la libération de la race noire, un message dans le contexte de la discrimination raciale entre le blanc et le noir, mais la formalisation de cette prophétie donne un caractère structurel comme Église, c'est en 59 avec Diangenda qui formalise, qui donne le caractère structurel à la prophétie de Simon Kimbangu. Oui, monsieur. Oui, merci pour la parole. Il y a lieu de jeter de fleurs à cette institution qui fait aussi des prouesses, qui a des écoles, qui a des hôpitaux. Il s'est quand même encadré idéologiquement, passez-moi l'expression. Ses adeptes, ils sont dans la discipline. Il y a quand même lieu à jeter de fleurs à cela. En tout cas, coup de chapeau. Et il y a une institution congolaise aussi qui fait date et qui fait aussi des prouesses sur le plan organisationnel, totalisé 100 ans, bien que partant par une prophétie, comme l'a si bien dit M. Ngambi à travers son intervention. Personnellement, je ne peux que jeter des fleurs là-dessus. Oui, Madame Angèle. Simon Kimbangu, c'est qui? Le kimbanguisme, c'est quoi? Peu de gens pourront vous dire en quelques mots ce que c'est. Eh bien, c'est l'occasion de faire nôtre cet héritage. Et moi, l'angle que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est que j'ai été surprise de voir la réaction de certains d'entre nous, de certains Congolais, à la proposition du chef de l'État de faire de la journée du 6 avril une journée fériée et chômée. Je me suis dit, mais nous avons, je ne renie pas, je suis chrétienne, je suis catholique, et je dis souvent que je suis en grande partie ce que je suis grâce aux catholiques, mais nous avons cet héritage qui est congolais, authentique, 100% congolais. N'est-il pas temps de le reconnaître, de l'honorer? Nous commémorons, nous célébrons d'autres dates qui nous ont été en fait transmises par l'étranger. Et là, c'est notre propre héritage et nous voulons dénigrer, cracher dessus. Non, moi je pense que ça sera que justice. Ok, voilà. Oui, monsieur. Merci on nous a renié tant de choses déjà. Abonder dans le même sens que Madame Makombo, mais en apportant une précision, parce que les débats qui a vu le jour à la suite du discours du président a été mis en relief par rapport au caractère laïque de notre État.
on dit que nous sommes un État laïque, donc nous ne pouvons pas parler des religions ou primer une religion alors qu'il y en a beaucoup. Et il faut apporter cette précision, comme l'ont fait M. Ngambi et Mme Makombo, c'est qu'ici nous parlons du kimbanguisme. Je ne parle pas de la religion kimbanguiste ou d'une doctrine religieuse kimbanguiste. Nous parlons du kimbanguisme et de Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, c'est aujourd'hui un patrimoine culturel d'abord, pas seulement congolais, excusez-moi, pas seulement congolais, pas seulement africain, mais mondial. On parle de Simon Kimbangu partout à travers le monde. Même si vous allez en Russie, vous verrez qu'on connaît Simon Kimbangu. C'est ces patrimoines-là déjà, c'est de ces patrimoines-là que nous parlons. Et il n'est pas qu'un patrimoine culturel, mais c'est aussi un patrimoine politique. Parce qu'il faut mettre Kimbangu dans le rang des pères des indépendances, pas de l'indépendance seulement de la République démocratique du Congo, mais des indépendances des pays noirs. Et ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas négliger. Et je pense que si il y a d'autres qui ont été considérés comme héros nationaux et qui ont droit à des jours fériés, pourquoi ne ferions-nous pas d'un Congolais qui a combattu non seulement pour la République démocratique du Congo, mais pour l'Afrique et d'ailleurs pour le monde, pour la liberté à travers le monde, pourquoi ces Congolais-là et le kimbanguisme, je ne parle pas de la religion, je parle du kimbanguisme qui est cette philosophie qui parle de l'émergence de la culture noire, qui parle de la libération du peuple noir, qui parle du développement que le monde verra par la race noire, si vous voulez. Pourquoi ne pas primer cette personnalité-là? Et ce que je conseille de faire, c'est de vraiment éviter tout amalgame entre la doctrine qui est schisme au sein de l'église kimbanguiste ou pas. L'église kimbanguiste, c'est autre chose. Mais parlons du kimbanguisme, parlons de Simon Kimbangu. Il mérite bien qu'il y ait eu cette commémoration-là de ces 100 ans, au fait, les 100 ans qui ont, parce que le 6 avril, c'est la date au fait du début de sa mission, le début officiel, c'est même ces jours-là où il a guéri des malades, fait marcher des paralytiques, et donc nous considérons que cette date-là doit être commémorée à juste titre, mais qu'il faut éviter de faire de l'amalgame avec les églises, parce qu'après, ça veut dire qu'une fois de plus, nous allons étouffer ce qui est réellement notre patrimoine culturel, politique et historique, au détriment, pour avantager d'autres cultures qui ne sont pas les nôtres. Oui, alors, rapidement. On parle sur Mfumu Kimbangu, je t'ai invité en Kamba et à 2 km de l'entrée en Kamba, je vis Mfumu Kimbangu de 35 mètres, debout. Et donc, un grand esprit. Et donc, commémorer. Il a mesuré. Oui. Et ça c'est sur l'aspect dogmatique. Peu importe mes sensibilités philosophiques et morales. Et donc, ce géant d'Afrique montre qu'il a été honoré par le président de la République et chef de l'État. Et pour nous, de la gauche, c'est-à-dire la social-démocratie n'est rien d'autre. Et si nous pensons au-delà, on appelle ça le socialisme scientifique congolais. Et comme c'est l'année de l'Union africaine où on recourt à la culture, il est important de démontrer que le Congo, parce qu'il s'agit du pays, a honoré la culture des aïeux. Et si on fait le recours à l'authenticité aussi, telle que prônée par d'autres pairs, on sait s'identifier. Et comme vous l'aviez dit, les autres ont dit, c'est un esprit. À ce niveau-là, quand nous recourons à nos valeurs, nous allons mesurer notre grandeur, en échange avec d'autres cultures. Là, ce qui est important, c'est le ministère de la Culture. Et comme recommandation, il faut créer le Conseil œcuménique des cultes congolais. Et là, dans le Conseil œcuménique des cultes congolais, nous allons approfondir des choses. Bon, non seulement sur le Conseil, c'est comme ça que je parle du plan stratégique de développement et d'industrialisation. Vous avez le Japon qui recourt à la morale, les Chinois et autres. Alors, si nous voulons de notre pays, il y a des choses où nous pouvons nous identifier pour dire, le Boya, nous sommes d'où, et qu'est-ce qui était dans nos us, et qu'est-ce que nous allons prendre par rapport aux autres.
Donc il est important dans la génie génétique, dans l'intelligence scientifique, la recherche scientifique, tous les anthropologues, historiens ou autres, dans le Conseil œcuménique de culte congolais, on peut aller au-delà, mais c'est une valeur qui a été honorée en Afrique par nous-mêmes. C'est à nous de faire la promotion. Les autres font la promotion de tout un camo et les autres. C'est une culture, ils font les valeurs. Et nous aussi, on pouvait faire de ça, comment le corps de Simon Kimbangu, les gens peuvent visiter, ça fait de l'argent. Donc, c'est aussi l'intelligence, c'est pas que la religion. Mais le site peut faire de l'argent avec le ministère de Culture et puis on a des milliards, les gens vont défiler comme un mec. C'est une ingéniosité, une intelligence. Donc nous louons l'État congolais d'avoir honoré ce père qui est célèbre, historique et mystique pour le Congo. Il a été honoré parce que la présence de tout un gouvernement était là, les chefs de l'État étaient là, les deux chambres étaient là, donc ça a été honoré. S'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Monsieur Noël, merci pour la parole. Monsieur Kimbangu est un patrimoine. Ça, nous le reconnaissons. Mort en 51, arrêté en 21, donc donc c'est une étoile. C'était une étoile. Maintenant, je reviens à ce qu'il a eu à dire, monsieur Noël. Il dit, voilà, l'Afrique sera libérée, mais les premiers gouvernants qui prendront le pouvoir seront au service des Blancs. C'est ce que nous avons vécu. Et beaucoup de choses où il a eu à dire, sa prophétie, ça s'accomplit aujourd'hui. Il dit, l'homme, il faudra du temps à l'homme noir d'acquérir sa maturité spirituelle. Et c'est ce qu'on vit. Et de là, il pourra acquérir sa maturité matérielle. C'est ce que nous sommes en train de vivre en Afrique. Il dit encore que ces gouvernants-là, qui seront au service des Blancs, ils ne travailleront pas pour leur population. Et il y aura des misères, il y aura des temps difficiles. Et qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? L'Afrique devient le berceau de la misère, le berceau des maladies, le berceau des guerres. Donc là, je dis que la prophétie de Kimbangu est vraie. Et ça valait la peine qu'on puisse le célébrer parce qu'il est congolais. C'était un protestant, un chrétien protestant. Maintenant, il faut faire un distinguo avec le kimbanguisme. Kimbangu n'est pas le kimbanguisme. Le kimbanguisme, c'est une autre église. Ce n'est pas la doctrine de Kimbangu. En tout cas, selon ma façon de voir les choses. Si aujourd'hui Kimbangu revenait en vie, il ne serait pas d'accord avec le kimbanguisme, parce que dans le kimbanguisme, on ne prêche pas ce que Kimbangu a eu à prêcher. Donc, on doit faire cette différence-là. Mais célébrer la personne en tant que telle, c'est une richesse pour notre pays. Et si on doit décréter la journée du 6 février. Bon, il a proposé aux deux chambres qu'on puisse décréter cette journée de 6 février, journée chômée payée, pour que nous puissions avoir une pensée pieuse pour ce patrimoine international. Je ne vois pas de mal à ça. Ok. Monsieur, une minute aussi, hein. Oui, merci. Kimbangu, s'il faut regarder bien ce que lui il a prôné, c'est un rapport aussi avec l'authenticité de bien protéger nos valeurs en tant que Africain. Il a prôné à protéger l'homme noir dans sa dimension d'être. Et moi, je ne peux même pas l'appeler Simon Kimbangu, je l'appelle Fum Kimbangu. Et la plupart des gens qui veulent vraiment entrer dans la profondeur de ce qu'il a été, c'est Fum Kimbangu qu'il mérite, plutôt que le nom Simon qu'on l'a collé par le baptême de protestant, où il a été forcé à faire la prison. Alors, de ce point de vue, aujourd'hui, je suis d'accord à ce qui concerne la personne Kimbangu, et c'est là que le président de la République, c'est de son droit, il pouvait ne cesse que l'élever au rang de héros national de ce pays. C'est très important, parce qu'il est quand même le prémisse de beaucoup de choses qui a donné beaucoup de choses, beaucoup de valeurs à ce peuple, qui a fait que la plupart d'hommes politiques se sont basés sur sa pensée pour essayer d'avoir une pensée pieuse à libérer ce pays de l'esclavage et de la colonisation. Okay. Donc la personne Kimbangu, aujourd'hui, mérite quand même qu'on puisse l'honorer. Mais en rapport avec le président de la République, là où je chute, c'est qu'il a commis une faute, sachant que c'est lui qui doit protéger la laïcité dans ce pays. S'il vous plaît. Ok, monsieur Kambele, une minute. Hein. Une minute. D'abord, s'il vous plaît. Comme tout le monde, j'insiste sur le fait que Simon Kimbangu, nous partageons le même prénom. Je m'appelle aussi Simon, vous le savez. C'est votre monnaie. Voilà, donc Ndoyi mérite d'être honoré au point qu'il entre
dans les manuels d'histoire enseignés à nos enfants. Pas seulement qu'on parle négativement de la religion qui a découlé de son action, mais qu'on parle de la personne de Kimbangu dans nos manuels d'histoire enseignés à nos enfants, comme on le ferait de Kimpavita, comme on le ferait de Zingankou, comme on le ferait de Ilungambidier et tous ceux qui font l'histoire de notre pays, que l'on connaît. Il faudrait que nos manuels d'histoire puissent parler d'eux à nos enfants pour que cette appropriation-là puisse se réaliser. Alors, s'agissant de réactions enregistrées par rapport aux propositions du président de la République, certains interprètes de la prophétie de Simon Kimbangu disent que le 4e pouvoir ou président dont la prophétie de Kimbangu parle, ce serait Félix. Donc vous voyez un peu le lien ombilical, la relation ombilicale qu'il y a entre Félix, président de la République, et la prophétie de Simon Kimbangu. Allez aujourd'hui chercher à couper ça. Là, vous êtes en train de chercher à renverser les choses. S'il vous plaît. J'ai eu à développer ça quelque part. Si le temps m'était accordé, moi, plus qu'une minute, je pourrais vous montrer comment Simon Kimbangu avait prévu l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir. Attention, ce sont des choses qu'il ne faut pas... Non, ne spéculons pas. Hein. Ne spéculons pas. Parlons de choses sérieusement. Félix, tout le monde sait que le cinquième président de la République démocratique du Congo. Donc, ne revenez pas en disant qu'il est 4e président. Non, 4e pouvoir. Attention, 4e régime. Attention, c'est difficile. Ça, c'est une philosophie qui me dépasse. Justement, vous ne pouvez pas comprendre si vous n'êtes pas philosophe. Ça me dépasse. Il est plus pharmacien, il devient philosophe. Ça me dépasse. Ok, allons-y. Nous aurons le temps de l'expliquer. Je donne des conseils à la famille Kimbangu. Parce qu'il y a beaucoup de ratés. Hein? Beaucoup de ratés. Aujourd'hui, il y a 2 Kimbangu, entre guillemets, Mokoto et Kimbangu là-bas, je ne sais pas, à Wakamba. Les affaires de Kisuloke, les Djangena, tout ça. Mais ils doivent faire un effort. Après 100 ans de l'existence de la philosophie de leur papa, de leur grand-père, de revenir à la raison. Pourquoi il y a division? À cause de l'argent ou à cause du pouvoir? J'ai écrit dans mon journal, et il m'avait invité, l'autre qui habite à côté du Palais de la Nation ici, oui, il m'avait dit, oui, honorable, vous avez raison. Mais alors, pourquoi vous ne vous réunissez pas? Parce que le sang qui coule dans toutes ces veines-là, c'est vient de grand-père qui doivent revenir. Ça, c'est très important. C'est une épine sous la plante du pied de Kimbangu. Ok. Vous comprenez? Allez, je termine en disant il y a aussi la structure de cette église kimbanguiste. Si vous regardez, il n'y a que les nés Congo qui sont aux commandes. Il faut mettre tout le monde ensemble parce qu'il est universel. Ok. Donc, il faut que nous puissions, que nous retenions, Kimbangu a prêché la religion, il a aussi lutté politiquement. Il n'était pas seulement un homme de la religion, mais il était aussi un combattant. Parce qu'il a dit aux Belges qu'un jour le noir va vous diriger. Il a dit ça. Donc, ça, ce n'est pas la religion, ça, c'est la politique. Il a dit, vous finirez par partir de ce pays. Et vous, aujourd'hui, nous sommes au service de Blancs. Demain, vous serez au service de Noirs. Et ça, il a dit. Donc, ne confondons pas les choses. Kimbangu et le kimbanguisme, ce sont 2 choses différentes. Ok. L'Est du pays est à feu et à sang. Le Parlement congolais, aujourd'hui, est sur une autre lancée par rapport au passé. Et la toute première plénière d'avril, qu'on venait de connaître le 15 avril, a décidé de constituer une commission
parlementaires pour aller vivre sur place pourquoi les problèmes de l'Est restent insolubles. Ce n'est pas la toute première commission. Il y a eu 2 commissions qui ont précédé. Vous, analystes que vous êtes, qu'est-ce que vous proposez pour que cette commission que le nouveau Parlement vient de constituer puisse devenir une commission porteuse de solutions durables? Qu'est-ce que vous proposez à ceux qui seront sur le terrain? Monsieur Robert Ngambi. Premièrement, l'espace l'Est, je vois même les membres du gouvernement, pour se déplacer d'un territoire à un autre, ils sont transportés par les hélicoptères de la MONUSCO. Je ne vois pas un député qui quitterait Kinshasa et qui pouvait bien facilement se promener d'un village à un autre, faisant des enquêtes sérieuses, identifiant les groupes armés pour amener un rapport, faire un débat. Cela arrive mon pessimisme. Ça risque beaucoup plus d'être l'engouement en termes de dire on aura le frais d'émission et on fait un rapport à partir la capitale de l'Ituri, le chef-lieu Bunia, où on arrive à Butembo, on arrive à Beni. Vous n'allez pas produire un rapport. Le problème de l'Est, c'est un problème connu. Les groupes armés, c'est connu que si ce n'est pas des groupes entretenus par le pays voisin, ce sont des exploitants illégaux de minerais congolais. Et donc, c'est un problème qui relève fondamentalement du pouvoir de l'exécutif. Je crois que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était déjà même à l'Est quand il a fait la dernière promesse de revenir s'installer. Et on a même délocalisé l'état-major avancé, je crois aujourd'hui, à l'Est de la République. C'est un problème qui relève de la capacité de défense. C'est un problème qui relève de la capacité de notre diplomatie. Une mission parlementaire avec des civils, députés, sénateurs, tout ça, qui irait à Bunia, Butembo, et loger dans des hôtels, en train de faire des enquêtes qui ne sont pas accompagnées par l'efficacité de l'armée. Ils reviendront, ils vont encore faire des dénonciations tout simplement. Ça ne résoudra pas le problème de tuerie à l'Est. Ce qu'il faut aujourd'hui, il faut amener, comme on l'avait dit à l'époque, notre armée doit se renforcer en termes de capacité d'équipement, en termes de la motivation du militaire, mais également la MONUSCO doit se transformer. Il y a une brigade au sein de la MONUSCO constituée par la SADC. C'est cette brigade-là qui a dû évincer l'homme qu'on appelait du M23, Makenga, construit avec des Tanzaniens, avec des Sud-Africains, la brigade spéciale d'intervention. Cette brigade-là a été étouffée par la volonté de New York. Étouffée parce que les autres savent que si, attention, non Kunda, non job. Si maintenant là, la brigade là arrive à mettre fin à tout ce qui arrive à l'Est, et donc tous ces gens-là, tous ces gens-là, les fonctionnaires là, ils deviendront une remplie d'emploi. Et ils entretiennent en train d'étouffer. Aujourd'hui, il faut ressusciter par une diplomatie forte de manière que cette brigade-là récupère son autonomie opérationnelle. Il faut doter notre armée des équipements capables. Il faut motiver ces armées, qu'ils soient congolais détenant l'arme, qu'ils soient rwandais, qu'ils soient ougandais, soudanais, érythréens. Si notre armée est dotée de la capacité, vous pensez que ça fera quoi? Mankenga a été au moins mise en déroute un jour. Kunda Batware a été mise en... Bosco Tanganda s'est retrouvé à la CPI un jour. Le grand problème, ce n'est pas un problème, on va sortir les ordres d'émission et les gens bouffent un peu de millions pour le compte des ordres d'émission. On revient avec, on fait le discours et ça s'arrête. Résumez-vous clairement, en 2 mots. En 2 mots, le grand problème est d'ordre militaire et diplomatique. C'est cet aspect sur lequel il faut travailler. Ok. J'ai vu Monsieur Luboya, Monsieur Luboya n'était pas. Oui. Moi, je vais presque dans le même sens, voilà. Parce que on aura droit là à une énième mission d'enquête par des civils qui n'arrivent même pas vraiment là où il y a les véritables problèmes. Ils s'arrêtent au niveau des chefs-lieux. C'est des chambres d'hôtel, des frais d'émission qu'on consomme, on consulte quelques personnes, quelques chefs coutumiers, sans apporter
une solution concrète. Parce que nous l'avons dit ici, autour de cette table la semaine passée, directeur, le problème de l'Est est connu. Il y a des rapports et des rapports et des rapports. Aujourd'hui, on recense un peu plus de 132 groupes armés qui sont connus, avec des motivations connues. C'est-à-dire, ceux qui sont là pour des raisons politiques, d'autres pour des raisons d'autodéfense populaire, et certains pour des raisons économiques, pour protéger des sites miniers et tout ça. On connaît le problème, directeur, mais vous voulez que nous puissions proposer des solutions. Moi, je pense qu'au niveau de Kinshasa ici, on devrait, je ne sais pas moi, créer une énième commission ou un énième conseil, mais qui aura pour mission de résorber ces problèmes d'insécurité à l'est du pays. Je crois que vous avez suivi les débats autour de la mission parlementaire qui devait se rendre de l'autre côté. Des députés ont recommandé que la commission parlementaire interroge aussi la MONUSCO. Parce qu'il faut quand même dire que après près de 2 décennies, la MONUSCO est quand même censée répondre à certaines questions et même répondre pour une certaine responsabilité qu'elle a sur les affres que nous vivons à l'est du pays. Je crois que vous avez mis ça au niveau du menu du jour. Je crois que vous avez vu la réaction du peuple congolais à Ouicha à Beni contre la MONUSCO. Je pense que c'est ici à Kinshasa où doit se résoudre le problème. Et comme nous avions dit la semaine passée que le problème est pluridimensionnel ou multidimensionnel, cette cellule qui serait installée à Kinshasa va entrevoir toutes les pistes possibles. La piste diplomatique, la piste militaire, la piste sociologique. Toutes ces pistes-là doivent être envisagées et c'est malheureusement parce que vous savez que l'insécurité à l'Est est tellement complexe que nous sommes obligés de prendre tous les fronts en même temps. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui, nous allons d'abord travailler la diplomatie, l'armée va devoir attendre, ou bien nous allons sensibiliser la population. On doit avoir un programme, et nous avons parlé de programme, des stratégies. Une stratégie bien établi, bien élaboré, avec une commission spéciale qui aura pour mission d'élaguer d'ici 2 ou 3 ans, de finir avec ces problèmes de l'Est, mais vraiment de manière concrète. Si c'est question de collecter l'information, nous l'avons déjà, et de la manière la plus complète. Oui, s'il vous plaît, Monsieur Kitoko, Oui, vous êtes pour la commission ou vous êtes pour la solution d'abord à Kinshasa? Nous avons demandé ici la délocalisation de l'état-major général. Non seulement ça, la police d'information de notre pays devait être là, militaire, le renseignement militaire devait être là de manière permanente et récurrente avec la population qui devait collecter des informations réelles sur l'opérationnalisation des choses qui se font là-bas. Ici, nous n'avons pas les groupes armés au vrai sens du terme de vouloir conquérir le pouvoir à Kinshasa. Lorsqu'on parle de la rébellion ou de guerre civile, c'est qu'il y a un objectif pour venir renverser le pouvoir en place. Ça, ce n'est pas le cas à l'Est. Et c'est de manière permanente qu'on tue, qu'on décapite. Ça veut dire que nous avons des groupes terroristes. À partir du moment où on circonscrit et on connaît déjà l'ennemi par son nom, il y a des méthodes appropriées qui feront que nous puissions les combattre. Et chemin faisant, vous n'allez, comme on l'a dit ici, les députés, ils seront dans les capacités d'aller jusque sur le lieu où opèrent les terroristes. De ce point de vue, on aura besoin de quoi? De l'assistance peut-être. Comme on dit que si la MONUSCO est bien équipée, il y a le problème des drones, ainsi de suite. Mais s'ils sont aussi alimentés par des puissances étrangères, comme on a toujours cité le Rwanda qui appuie les groupes terroristes dans notre pays, tant que ce mot-là n'est pas utilisé par l'arsenal juridique ou de l'État congolais, le terrorisme, c'est-à-dire que les députés même qu'on a désignés au Parlement de notre pays, s'ils sont en accord, ce sont des terroristes. L'intelligence est terroriste. Ce ne sont pas des guerres civiles pour renverser les pouvoirs en place. C'est sans objectif. Donc, de ce point de vue, c'est très important à ce qu'on puisse comprendre l'ennemi qui est en face, son mode opérationnel. Et à partir de ce moment, nous pouvons le lutter, ce que nous appelons la guerre asymétrique. Okay. Nuit comme les jours. Donc, nos députés, pour chuter, pour chuter, nos députés, aujourd'hui, doivent travailler
non seulement avec la société civile, mais aussi accepter, aller avec des militaires jusqu'au front pour prendre les vraies informations. S'ils ne font pas ça, ça veut dire que ce ne sont pas des vrais patriotes qui peuvent sauver la nation de notre pays. Alors, Kambele Mbele, qu'est-ce que vous dites à ces députés-là qui ont réagi négativement au discours du président de l'Assemblée? Je vous donne la réponse que m'a donnée l'ami de l'Est. Il me dit, est-ce que vous savez que certains députés, pour arriver dans leur fief, ils ont besoin de donner des armes pour assurer leurs électeurs? Est-ce que vous le savez ici à Kinshasa? Donc, vous comprenez qu'il y a multidimensionnel, c'est vraiment multidimensionnel. Il y a des députés qui ne peuvent pas arriver dans leur village s'ils n'ont pas rassuré leurs frères en leur procurant des armes. Les maïmaï. Voilà. Donc, il va prendre des armes. Mais s'il prend les armes, pas de payer. Voilà, c'est ça. non, où ils achètent, ce n'est pas la question. Mais n'empêche que certains députés, c'est une révélation qui m'a été faite par... Donc c'était la raison de la réaction négative de certains députés. Je ne peux pas parler de cela. Moi, je vous donne le point de vue d'un ami à moi qui est de l'Est, qui justifie. Je suis d'accord que des missions bien étoffées, bien composées, puissent aller sur le terrain pour ramener l'éclairage qu'il faut pour que l'Assemblée puisse se prononcer et réglementer la chose avec une bonne connaissance de... Jusqu'à présent, quels sont les points d'ombre? En tout cas, est-ce que vous savez que depuis même l'époque ancienne, quand la guerre avait commencé, on disait que certains officiers, par exemple militaires, qui étaient chargés de la logistique, envoyaient des armes d'une certaine marque et des munitions d'une marque qui n'était pas compatible. Pour que l'opération ne se réalise pas. Pour mettre en difficulté notre armée. Ok. Donc, Madame Angèle. Quand j'étais étudiante à Paris, on disait souvent, concernant la politique française, quand on veut noyer une question ou retarder son examen, qu'est-ce qu'on fait? On crée une commission parlementaire. Et là, effectivement, on a une énième commission. Et le bien fondé, est-ce qu'il faut avoir une commission? Évidemment, les parlementaires qui ont notamment comme mission de contrôler le Parlement, poser les questions pour aider à la résolution d'une situation, ont besoin d'avoir les faits. Mais comme M. Louboya l'a dit, d'autres l'ont dit, c'est un secret de polichinelle. Il y a déjà eu pas mal de rapports, aussi bien la société civile que les rapports des Nations Unies, leur comité d'experts, etc. Donc, mais, toujours est-il que cette commission peut aller pour, comme l'a dit M. Simon, un nouvel éclairage pour mettre à jour les faits. Mais il ne faut pas se limiter à ça, il faut se poser la question, et ça, la question aussi a été posée, cette commission, cette délégation qui va la composer? Donc dans le choix des membres de cette délégation, c'est très important. Je voudrais insister sur le fait que cette situation à l'Est se poursuit parce que nous savons tous qu'il y a des tireurs de ficelles. Des tireurs de ficelles ici dans notre capitale, des tireurs de ficelles à l'étranger. Donc c'est là où, effectivement, il faut que l'arme diplomatique joue à fond. Il faut une diplomatie renouvelée, une diplomatie dynamique. Et elle se fait, s'il vous plaît, je peux terminer. Allons-y. Et ça se fait par des jeux d'alliance. C'est vraiment un travail de suivi quotidien. C'est pas on va dans une capitale un jour, on fait un sommet et puis on repart, on ne fait pas de suivi. Non, la diplomatie, c'est un travail de longue haleine, de fourmis, mais c'est payant. Et surtout dire, il y aura une situation de gagnant-gagnant. Là, il n'y a pas de situation de gagnant-gagnant. Parce qu'au fond, la RDC perd, elle perd lourdement, elle perd ses enfants, mais vous perdez aussi en termes d'image. Donc il faut jouer là-dessus. Ok. Madame Bongo. Merci beaucoup, Monsieur Noël. Le problème est profond. Les amis ont donné des pistes de solutions. Moi, je voudrais ajouter quelque chose. Peut-être que je vais embrasser le point de vue de quelqu'un ici. Sur le plan extérieur, Monsieur Tshisekedi, notre président de la République et président de l'Union africaine,
Il n'y a pas longtemps, il a résolu un problème entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie sur... bon, on dit que c'est un échec, mais ils étaient quand même ici. Ils ont débattu le problème sur le barrage. Il y a de renaissance. Merci beaucoup. C'est pas d'échec. Et lui, en tant que président, tu déranges encore, en tant que président de l'Union africaine, il peut, sur le plan diplomatique, convoquer un sommet. Parce que c'est dans son pays que les gens meurent comme ça, éventrés, la tête coupée. Ça ne donne pas une bonne image d'un président de l'Union africaine. Il peut convoquer un sommet diplomatique, Rwanda, Ouganda, RDC, où on se dit des vérités, chapeautées par les États-Unis et l'ONU. Qu'on dise quand même des vérités. Qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis, vous qui financez ces groupes, coupez un peu l'approvisionnement. Vous voulez des minéraux, on vous donnera des stocks et des stocks si vous en voulez. Mais que les gens cessent de mourir. Dire au Rwanda, retirez vos groupes armés qui sèment la terreur ici. Dire à l'Ouganda, retirez votre ADF Nalu là, rentrez chez vous. Ok. Sur le plan national, le processus là de DDRRR là doit quand même aboutir aussi. Il y a des gens démobilisés, on devait réinsérer dans la société, mais l'accompagnement ne suit pas, ils regagnent encore les groupes armés. Et ça, c'est un problème. Il faudra aussi qu'on motive nos militaires, parce qu'on coupe leur solde, la ration ne vient pas à temps, et on leur dit, on détourne ça, et on leur dit qu'ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes, alors qu'ils sont démunis. Et leurs enfants sont ici, leurs femmes sont ici, ils seront pas à l'aise quand ils sont en train de combattre, tout en sachant que leur salaire est détourné. On parle des tireurs de ficelles. Quand le président Bosso dit quitter les groupes armés, c'est que le président Bosso a des informations. Il sait qui sont à la manœuvre. Il est président. Il est président. Il sait quelque chose. Il a des sources d'information. Il a des sources d'information. Il a des tuyaux. Il sait quelque chose. Maintenant, il met encore en place cette commission pour que les députés descendent sur le terrain. Bon, je prie qu'ils puissent pas connaître ce que l'ambassadeur italien a connu, parce qu'on envoie les non-originaires qui ne connaissent pas le terroir. Vous voyez, c'est un problème aussi. Mais lorsqu'on envoie les natifs du coin, est-ce qu'ils font le travail? Parce que la même situation ne fait que se pérenniser. Donc, quelque part, ils ne travaillent pas, les originaires de l'Est là-bas. Ils ne travaillent pas, ils ne produisent pas un bon travail. Donc, il faudra quand même qu'on soit sérieux sur cette affaire, sur le plan externe et sur le plan interne aussi, et qu'on rétablisse l'autorité de l'État. Parce qu'on a remarqué que les autorités provinciales sont dépassées par les événements, et il y a des fils du coin qui eux-mêmes aussi approvisionnent les groupes armés. On a attrapé quelques-uns avec des armes, des munitions, qui ravitaillent aussi les groupes. Donc, vous pouvez, c'est un problème très complexe. C'est curieux quand même que les gouverneurs des provinces, qui sont sur le terrain, ne donnent aucune information qui puisse faire avancer les choses. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez le renseignement militaire. Est-ce que c'est pas curieux ça? C'est pas curieux que les gouverneurs des provinces ne donnent pas d'informations qu'il faut pour arriver à arrêter cette hémorragie. Oui, monsieur Lokaka. Je vous remercie sincèrement. Parce que la question de la défense et de la diplomatie relève du gouvernement central. Il y a une commission à l'Assemblée nationale à la défense et au Sénat qu'on appelle commission défense et sécurité. Mais ils doivent étudier le solde des militaires. Qui est le policier et le militaire congolais en RDC? Il gagne quoi? Quelle serait sa sécurité sociale? Ce n'est pas la caisse nationale, c'est-à-dire son enfant. Il est logé où? C'est-à-dire, si nous voulons d'une armée forte, équipée, les soldes des militaires, les dotations, la santé, l'équipement, tout doit être étudié dans cette commission. Et puis ils font partie pour proposition au gouvernement. Il faut un budget annexe si vous voulez gagner. C'est pas que si nous avons un budget où nous aurons un plan demain. Mais à chaque fois qu'il y a une question de la défense, on prend ce qu'on appelle les crédits additionnels. C'est-à-dire, vous présentez au Parlement que ces crédits additionnels seraient loués à l'armée, à la police pour la défense du service secret du pays. Nous voulons avoir un service secret fort. Commission défense, ils peuvent proposer des choses. Nous sommes aussi sous embargo. On n'achète pas les armes officielles. Mais les armes ok, l'Ouganda utilise la base de l'Entebbe par la CIA et les Américains, au détriment de Kamina. Que faut-il faire? Et donc, nous avons des problèmes sérieux.
Alors il faut un budget annexe, il faut parler pour défendre qui sont ces militaires, comment ils mangent, comment ils vivent, quelle est la dotation de notre armée, pour qu'ils arrivent à agir. Bon, monsieur Lokaka, vous êtes politologue. Est-ce que les administrateurs des territoires, les gouverneurs des provinces, n'ont pas une part de responsabilité dans cette affaire? Je m'excuse. Ils ont une part de responsabilité, mais ils sont limités, parce que tout dépend des moyens. Tout dépend des moyens, mais la mission serait de la défense et de la protection au niveau du gouvernement central. Mais il y a une deuxième dimension de cette question, c'est la dimension de la coopération internationale. La diplomatie dont on La diplomatie. Le Congo belge du Rwanda au Burundi, au regard de tout, il faut renouveler la coopération sur le pays des Grands Lacs, ce qui était hier qu'on appelle le CPGL. Parce qu'il y a une dimension que tous ces échanges doivent être discutés entre des chefs d'État et comme nous avons l'Union africaine. Mais il y a encore une troisième dimension, c'est la dimension de l'identité ou de l'identification. Parce que 30 ans après... Est-ce que les pays vivant des rapines ont intérêt de faciliter la tâche? Généralement, avec la coopération, l'Union européenne a des problèmes. Avec la coopération, vous essayez d'atténuer. Parce que sur le plan organisationnel, quand on était à Kisangani avec les amis, quand les histoires ont commencé en 95, il te dit, je suis l'enfant d'un chef coutumier, mais je pars aux États-Unis. Nous avons fabriqué quelqu'un qui va se représenter comme chef coutumier et nous ne le connaissons pas. Et donc, même le ministère de l'Intérieur ici, auquel on identifie les chefs coutumiers, vous avez des vrais faux. Pourquoi? Parce que les autres observent que quand il y a occupation, on tue les descendants des généalogies des familles chefales. Et par conséquent, on vous présente un faux parce que le vrai peut apparaître même 40 ans. Avec Hitler, vous savez, on a des vérités. Pour le moment, problème de l'identification. Parce que dans les guerres, on tue les gens. Beni Boutembo et les autres, on peut tuer les autochtones pour les remplacer. Mais non, les archives, c'est dans la coopération internationale avec la Belgique pour retracer les généalogies des familles auxquelles, que s'il le faut, seraient présentées. On peut l'attraper avec Robert Ngambi dans l'histoire. Donc, on a des vrais problèmes sur la coopération nationale. En conclusion, le Parlement doit faire son rôle, mais en rentrant, ils doivent se mettre pour chercher ce qu'on appelle le crédit additionnel, pour se poser la question. Ils peuvent même faire une semaine. Qui est le policier? Il mange quoi? Il est logé où? Notre armée, on n'achète pas des armes officiellement. Que faut-il faire? Et c'est une question qui doit être étudiée, défendue, pour avoir des recommandations ou des visions claires du gouvernement et des affaires étrangères. Ok, alors, nouvelle société civile. Ouais, merci pour la parole. Je pense que le problème de l'Est est vraiment lié au fonctionnement de l'État avant tout, parce qu'au départ, on parlait de l'État gendarme. Les problèmes sécuritaires, l'État est né d'abord pour la sécurité des membres de la société. S'il faut allusion faite aux théoriciens de l'État, les gens qui ont pensé l'État. Et parler de l'État, c'est d'abord la sécurité de ses membres. Après est venu l'État providentiel où on parlait des affaires sociales, l'éducation ainsi que l'économie. Parlons des problèmes de l'Est dans notre pays. Cela touche d'abord au fonctionnement de notre État. Et il nous faut la bonne politique. Comme solution pour ces problèmes, au départ, il nous faut des hommes d'État. Nous devons savoir, en acceptant la corruption, juste ces petits sous qui devaient entrer dans les trésors publics et alimenter notre armée en munitions, en s'occupant de ces acteurs, c'est un sérieux problème qui touche directement, c'est un élément qui touche un tout, qui est le fonctionnement de l'État. Et parlant, nous avons un sérieux problème d'administration. Aujourd'hui, nous créons changement de gouvernement. Mais partout, il y a une bonne administration stable. On ne peut pas parler de gouvernement, même quand il y a absence de gouvernement. Le pays fonctionne. L'administration sécuritaire, nos services de renseignement, est-ce qu'ils sont stables? C'est ça des questions à se poser. Parce que là, ça touche d'abord les renseignements. Avant que les militaires agissent, il faut d'abord qu'il y ait de la bonne information. Les renseignements économiques, qui sont des pays qui sont bénéficiaires de cet état de choses. D'abord, les services de renseignement devaient bien fonctionner, avoir ces éléments. Et quelles sont les implications, les ramifications internationales? Une fois avec ces éléments, et le Parlement, avec sa fameuse mission d'enquête, il aura aussi des éléments à questionner les dirigeants de nos services de renseignement, l'armée, la police, tous seront pris en compte.
et appeler même les gouverneurs que vous avez évoqués, tout serait pris en compte. Donc les problèmes sécuritaires relèvent du gouvernement central. Même dans des États fédéraux, c'est toujours le gouvernement fédéral et non des États fédérés qui s'occupent des problèmes de la défense. Donc par là, pour chiter, il nous faut la bonne gouvernance. Nous ne pouvons pas nous en passer. Dans ces pays, les hommes d'État qui seront conscients de leur rôle, que le parti politique recrute et procède aux formations politiques. Et non avoir des jeunes à manipuler tout le temps, les djalélos qui seront exploités. Il faut une formation politique, que les gens sachent c'est quoi l'État, l'essence de l'État, et gérer l'État en bon père de famille. Donc selon vous, les gouverneurs ne sont pas à mesure d'avoir les vraies informations sur les Il est beaucoup plus autorité administrative. Donc sans information. Il est beaucoup plus. Il y a des doublements fonctionnels, politiques et administratifs, mais en matière de renseignement, la défense relève beaucoup plus de l'exécutif. D'accord, attendez. Oui. C'est un problème sérieux, ça nous préoccupe. Je pense qu'on a des familles là-bas. Vous insistez en ce qui concerne le gouverneur. Les gouverneurs sont les représentants du chef de l'État en province. Il est nommé là-bas ou élu là-bas, pas pour dormir, pour crier, pour parler. À l'époque du maréchal, on appelait le meeting populaire, pour rassurer la population. Monsieur, mesdames de Nord Kivu, par exemple, c'est le gouverneur qui parle. Par exemple. Vous comprenez? Lorsque le chef parle, lorsque le chef hausse... Papa m'avait dit un jour, hein, ça il vient ici, quand tu seras grand garçon, quand tu auras une famille, vous arrivez dans un quartier où il y a des chats qui miaulent, tout et tout et tout, levez-vous à minuit, criez. Ngai mwana saïd na comme na quartier yo. Ceux qui vont donc na bino ya vous arrêtez. Ne fût-ce que ça, ils ont peur. Ne fût-ce que ça. Mais vous ne parlez pas, vous ne voyez que les minéraux, etc. Vous avez raison, le gouverneur doit parler. Le gouverneur doit circuler à travers la cité, être en contact avec la population, encourager la population. Bobangate, président de la République, Osamakasi, Makamé Kossiela. Ne fût-ce que ça, mais vous ne parlez pas. Vous ne voyez que les minéraux, ça c'est un, deux. Moi j'habite ici, monsieur le directeur, j'habite ici au bon marché. Je souffre pour donner l'explication à tout le monde. Par exemple, aujourd'hui, quand je me réveille le matin, quand je vais prendre à droite pour attraper un taxi ou à gauche. Même les mamans me posent que ça. Papa, ça y est, il y a des journalistes. Gouvernement m'a connu. Je souffre. Ça, c'est un. Deux. Il y a l'élite, il y a les intellectuels qui sont dans des groupes de réflexion dans la carte du quartier. Monsieur le journaliste, mais pourquoi la MONUSCO est venue chez nous? J'ai déjà donné des explications, je suis fatigué. Vous comprenez? Deuxièmement, est-ce que la MONUSCO, qui dispose du matériel approprié, ne peut pas mettre en déroute tous ces mondes-là qui nous tuent là-bas? J'explique que les enfants du quartier sont toujours dans la soif d'en comprendre. Donc, énième commission de l'Assemblée nationale, c'est vrai, il y a l'argent, hein? On se dispute, ngaïpé. On aura l'argent, mais demain on va apprendre que non, on a tué 50 personnes. On a payé. En trois, que le gouvernement de la République, au plus tard, nous sommes au mois d'avril, hein, au plus tard le 30 avril, que le gouvernement sorte pour qu'on fasse un effort, qu'on mette du paquet pour neutraliser ces ADF-là qui nous dérangent à ce pays. Monsieur Kamel Mele, nous sommes en face de deux situations. La première situation, voici la population Butembo, Beni et tous, même Goma dans la rue, contre MONUSCO. Et MONUSCO riposte, réplique en disant le premier devoir de la défense des civils congolais, c'est le gouvernement congolais, l'armée congolaise et la police congolaise. Qu'est-ce que vous en dites? Rien à faire. C'est la, comment on appelle ça, la vérité de la police. Donc c'est vrai que la première responsabilité revient aux Congolais. Ils sont venus assister notre armée, notre pays. Mais c'est une histoire qui remonte à plusieurs années, la faiblesse là. Et nous connaissons que notre armée, par rapport à nos protagonistes ou nos adversaires, ne pas appeler nos ennemis, c'est l'infiltration venue de l'Est depuis de longues années. La fois dernière, je vous ai rappelé ce que nous avons manqué de faire à la fin du dialogue intercongolais. Il y avait des préalables que le dialogue avait fixés avant qu'on aille aux élections. Vous vous souvenez que mon parti s'était opposé
au départ, précipité au référendum et aux élections, parce qu'on n'avait pas fini les préalables que le dialogue avait proposés. Donc, qu'est-ce que vous dites l'identification qu'est-ce que vous dites de la réaction de la population? Mais c'est la conséquence. Réaction de vérité. De tout cette mauvaise approche. Faut-il les empêcher de réagir? Non, empêcher, non. Ils doivent. On les a empêchés. Dans un pays, les citoyens ont à exprimer leur point de vue. Mais on les a empêchés. Pas. Mais ça ne doit pas se faire dans la violence. Il y a ça aussi. Ça ne doit pas se faire dans la violence. Oui, alors laissez d'abord monsieur ça ne doit pas se faire dans la violence. Parce que c'était une marche pacifique à Goma. Marche pacifique qu'ils ont dispersé à coups de balles. Qui? Mais les forces de l'ordre. Il n'est pas informé peut-être. C'est de la. Vérifier. Si ça a été comme ça, c'est des séquelles du pouvoir passé qui étaient répressifs. Donc à balles réelles. Normalement, on doit encadrer les. Ils ont dispersé à coups de balles géantes. On doit encadrer la population qui réagit, surtout si elle exprime des vérités. Mais vous savez que depuis longtemps, je le dis, depuis le dialogue intercongolais, l'approche n'a pas été correcte dans le traitement des problèmes du pays. On s'est précipité par arrière-pensée mal intentionnée à aller aux élections pendant qu'on n'était pas arrivé au stade où on devait faire. Donc, nous sommes rattrapés par l'histoire. Ne fustigeons pas. Qu'est-ce que vous mettez en question? Pardon? Qu'est-ce que vous mettez en question là-dessus? Mais je vous rappelle seulement l'histoire, que l'histoire nous a rattrapés. Vous aviez... Donc il ne fallait pas qu'on ait les élections. En 2006, on n'avait pas accompli toutes les tâches que le dialogue intercongolais avait assignées à la transition. On a mis fin à la transition de manière précipitée avec le pouvoir passé, je le dis sans embâche. Nous sommes aujourd'hui en 2000. Nous sommes rattrapés par la mauvaise approche que nous avons vue en 2006. 15 ans plus tard. Mais 15 ans plus tard, mais les conséquences sont là. Non, en 2018. Est-ce que vous savez que nous devons réfléchir froidement? Le recensement, les Congolais l'ont refusé. Vous oubliez ça? Que les Congolais ont refusé le recensement? Qu'est-ce qu'il y avait derrière ce recensement-là? La pérennisation du pouvoir. S'il vous plaît. La population n'est pas dupe. La population n'est pas... Pardon, croyez pas que vous êtes là pour éclairer l'opinion. Nous éclairons l'opinion. Nous disons donc, aussi la réaction de la population... Sinon les gens risquent de ne pas nous comprendre. Ne mélangeons pas beaucoup de choses. Nous sommes ici, voici la population qui dit: Monique, nous ne voulons plus de vous parce que nous n'avons pas de résultats par rapport à votre travail ici. Bon. D'une part, l'État congolais dit non, laissez la MONUSCO tranquille. Qu'est-ce que vous dites? Mais par rapport aux résultats, même votre employé, s'il ne vous donne pas les résultats attendus, vous pouvez quand même le sermonner. Si la MONUSCO n'arrive pas à la hauteur de ce qui est attendu, on ne peut pas ne pas réagir contre ça. Mais quitte à la faire partir, ce n'est peut-être pas la solution à donner, parce que nous avons encore besoin de l'appui logistique de la MONUSCO. Ça, c'est clair. Pour quel résultat, papa? Mais écoutez, quel résultat? Est-ce que vous savez les remplacer? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a une minute, mon cher ami, parce que nous avons encore notre sujet. Noël. Madame Angèle, une minute, une seconde. Je pense que nous sommes dans un pays, si nous voulons franchement être honnêtes et que nous voulons résoudre le problème de ce pays, nous devons apporter de l'éclairage pour créer des solutions. Parce que quand ça tue là-bas, ça n'a rien à voir avec les tendances politiques. Ce sont nos compatriotes qui meurent. Et assez avec les 9 millions dont on parle de morts, quand même, c'est assez. C'est la population rwandaise entière. Je dis, la fois passée, sous régime de Joseph Kabila, j'avais élevé la voix sur le plateau, j'avais dit que vous avez déclenché la procédure en disant la diplomatie militaire, la question militaire et question politique en même temps. Je n'étais pas d'accord parce que même l'approche judiciaire n'avait pas été déclenchée. La plupart
de gens qui étaient trempés dans la question politique du terrorisme, que moi j'appelle à ces temps-là, personne n'a été inquiété. C'était quoi? Les amnisties ici dans ce pays. Nous avons un de notre compatriote qui est arrêté à Paris, et alors que le Congo l'a amnistié. C'est ça aussi le problème, l'impunité. L'impunité, en rapport avec Roger Lumbala. Donc c'est ça aussi, l'impunité était quand même quelque chose qui, jusqu'aujourd'hui on parle, on nous rattrape parce qu'on ne veut pas punir de ce côté. Lorsqu'on dit que les non-origines ne partent pas, il devait ajouter une chose, que tous les parlementaires des groupes politiques qui, dans l'histoire, ont fait la guerre dans ce pays, sont interdits, par exemple. Parce que nous savons qu'à Bibouara, la plupart des gens de nos compatriotes qui étaient en intelligence avec le groupe terroriste à l'est du pays, continuent à l'être. C'est ça que Mbosso dit, quitter les groupes rebelles. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on puisse valider, même si beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, le parti politique qui était en guerre et qui s'est commis aujourd'hui à des partis politiques civils. Et bien entendu, mais si dans l'histoire on peut même trouver d'autres dénominations, je peux comprendre. Mais regardez les cas de RCD. Ils sont là au pair. Et je vous dis, parce que vous avez évoqué la question du gouverneur, il va falloir prendre des décisions réelles d'hommes d'État. C'est-à-dire que placer même un général à la tête de certains endroits dont on sait qu'on n'a pas besoin d'un gouverneur civil. Le placer par ordonnance. Là, il peut y avoir un travail qui doit être fait correctement. 9 millions, je l'ai dit, c'est assez. Il faut qu'on ait pitié de nos compatriotes qui, chaque jour, passent leur temps à être égorgés. Et le terrorisme, j'en ajoute, parce qu'on parle de la diplomatie, je finis là-dessus. On ne négocie pas avec le terrorisme, on les combat. Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, qu'on me dise la diplomatie avec les terroristes. Non. Le terrorisme partout dans le monde, le terrorisme, on le combat. Daesh, l'ambassade américaine a su le dire. Daesh, vous imaginez Daesh dans notre pays. Égorge, tue, pas n'importe quelle manière. Pas que oui, on vous tue, pas vous partez. On vous décapite. Comme les Allah Akbar qu'on attend dans les pays islamiques. C'est ce qui se passe dans notre pays. On doit être conséquent. Et avec ça, vous allez négocier. Vous allez négocier quoi? Et il a besoin de quoi? Il a besoin de nos minéraux pour nourrir les sources de DH à l'extérieur du pays. Ok. Madame Angèle, rapidement. Parce que j'avais beaucoup insisté sur la diplomatie. Je ne dis pas qu'il faut négocier avec les groupes. Il faut avec les États qui, justement, sont dans cette nébuleuse d'exploitation et d'achat de nos minerais. C'est avec eux qu'il faut négocier. Et quand je parle de la loi du paquebot, je dis il faut sentir l'air du temps. Il faut affiner nos analyses. En ce moment, ceux qui défendaient justement ces pays voisins, qui défendaient bec et ongle ces pays voisins dans le passé, ne sont plus dans cette posture. Ils ont légèrement changé. Sautons sur l'occasion. Mais quant à la MONUSCO, vous avez posé une question très forte. Vous avez dit, faut-il donc dire à les jeunes ou le peuple congolais qui est contre la MONUSCO, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Mais en tant qu'État, vous trouvez que on peut se permettre, et c'est crédible, de se lever? Le chef de l'État dit, allez, parce que les jeunes, nos compatriotes qui vous veulent que la MONUSCO soit dehors, allez, MONUSCO dehors. C'est être un État responsable, parce que c'est un processus. Et cette question du départ de la MONUSCO, oui, elle a été posée, elle doit être reposée. Mais nous savons tous, et vous l'avez répété, la primeur de la protection des populations incombe en premier lieu à l'État congolais. Et c'est là où il faut insister pour qu'enfin on mette en œuvre cette réforme du secteur de la sécurité. Mais parallèlement, il faut une diplomatie active, agressive, et il faut la MONUSCO régulièrement, périodiquement, tous les 6 mois au moins, publie un rapport, le rapport du secrétaire général sur la mission des Nations Unies en RDC. Mais nous, Congolais, où sont nos rapports? Il faudrait aussi systématiquement, même pas 6 mois, tous les mois,
tous les 2 mois qu'on ait des rapports circonstanciés. Dans telle localité, il y a eu ça, dans telle, etc. Et maintenant, quand il y a les réunions du Conseil de sécurité, on amène aussi notre contre-expertise. On dit, et on pose des questions. Mais nous subissons ces rapports, nous écoutons religieusement, et puis on fait les déclarations, et puis c'est à peine, vous, des médias, vous en parlez, et puis c'est tout. Et on attend les mois d'après. Et ça fait 20 ans. S'il vous plaît, directeur. Ça fait 20 ans. Il faut être beaucoup S'il vous plaît. À Kitoko, lorsqu'on parle de la diplomatie, nous avons une organisation sous-régionale, mais au sein de cette organisation, on n'a pas un comité de défense comme on a au sein de la SADC. C'est le pays du bassin de Nil. Le pays du bassin de Nil, le Congo fait partie de ces membres du pays du bassin du Nil. Mais le ravitaillement, même si le minerai passe par les avions, mais le ravitaillement pour déstabiliser l'est du pays à travers les groupes armés, c'est beaucoup plus à travers le pays du bassin du Nil. Le Soudan, l'Éthiopie. Vous avez l'Éthiopie, quand vous voyez l'Éthiopie, vous êtes en Érythrée, vous êtes en Somalie, et là vous avez le Moyen-Orient qui pratiquement ravitaille. C'est beaucoup plus ces pays-là. Mais diplomatiquement, nous n'avons pas de relations solides, et sur le plan de la défense, et sur le plan, je ne sais pas à quel niveau de coopération avec ces pays-là. Or, beaucoup plus les 3 grands pays, 4 d'ailleurs, sont avec nous dans le cadre du bassin du Nil. Et dans ce cadre du bassin du Nil, je pense que le président profiterait de sa position aujourd'hui, dans le cadre de l'Union africaine, pour convoquer tous ces pays du bassin du Nil, et au besoin, avoir un comité de défense comme nous l'avons avec la SADC. Regarde comment on a résolu l'histoire de l'occupation du Tanganyika, de quelques villages par la Tanzanie. Ça n'a pas créé, mais si cette occupation-là était au nord, la Zambie, si cette occupation-là était au nord, je pense que jusqu'aujourd'hui, les problèmes demeureraient. L'entrée des militaires soudanais, du Sud-Soudan, vers le Haut-Ouélé, jusqu'aujourd'hui, l'affaire n'a pas été résolue. La présence de Mbororo, ça va faire plus de 20 ans aujourd'hui. Cette affaire n'a jamais été résolue parce qu'il n'y a pas un cadre normatif, formel, diplomatiquement pour en discuter. C'est 100 fois plus que nous. Mais c'est ça. Et donc, il y a moyen aujourd'hui que le président active une organisation sous-régionale dans laquelle nous sommes membres, le pays du bassin du Nil, et formaliser, de trouver d'autres mécanismes de rendre cette organisation très efficace. C'est une piste. Oui, rapidement. Directeur. Merci. Je crois qu'on peut s'étaler sur les différentes solutions diplomatiques pour résoudre le problème de l'Est. Mais nous sommes en train ici de parler spécifiquement de la MONUSCO. MONUSCO, effectivement, qui a vu le jour parce qu'il y avait la faiblesse qu'a évoqué M. Simon, la faiblesse de la République démocratique du Congo à sécuriser sa population et à asseoir les institutions de l'État. C'est là qu'il y a un problème. Et ce que nous avons vécu il y a 2-3 jours, nous l'avons aussi vécu en 2004 dans ces pays, parce que si vous vous rappelez bien, en 2004, il y a eu des étudiants qui sont descendus dans la rue pour condamner la MONUSCO, la MONUC à l'époque, je crois, qui ne faisait pas son travail. Directeur, vous savez, pour nous les économistes, il y a on commence toujours par un vocable, on dit « Ceteris paribus », toutes choses restant égales par ailleurs, les mêmes causes produisent les mêmes effets. 20 ans après, nous sommes encore sur la question relative au véritable rôle de la MONUSCO dans ces pays. Ils sont venus parce qu'il fallait protéger. Ils ont d'abord dit que c'était une mission d'observation. Directeur, vous vous imaginez pendant 20 ans voir des membres de votre famille mourir alors qu'il y a des personnes en armes qui vous disent que moi je suis là seulement pour observer. Ça ne passe pas. Ensuite, nous arrivons à obtenir la brigade d'intervention. La brigade d'intervention qui arrive, qui fait quelques opérations, qui réussissent, et après, tout passe sous silence. On n'a plus aucun écho de la brigade d'intervention. Mais les gens continuent à mourir. C'est ça parce que, directeur, vous avez posé la question sur ce que voulait la population hier. Maintenant,
il n'est pas demandé au président de la République de s'élever parce que la population a manifesté et de dire MONUSCO vous partez. Mais l'action qu'a menée la population, c'était pour interpeller le président de la République. Quand nous disons diplomatie forte, qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce qu'on arrive à mettre l'ONU devant ses responsabilités? Parce que vous savez que le mandat a été renouvelé. Et il y a deux axes principaux. Le premier axe, qui est prioritaire, ils l'ont eux-mêmes dit, c'est la protection des civils. Deuxième axe, c'est apporter l'appui à la stabilité des institutions. Mais l'axe prioritaire, c'est la protection des civils. Quand les civils meurent chaque jour, qu'est-ce qu'il faut faire comme démarche diplomatique? C'est de parler maintenant avec un ton ferme. Directeur, vous savez, moi je pense que pour la question de l'Est, les présidents de la République ou sa délégation ne doivent plus arborer de sourire quand ils rencontrent soit les délégués de l'ONU ou quand ils sont au niveau des Nations Unies. On ne doit pas arborer de sourire. Il faut lever le ton, dire que c'est assez, c'est assez. Toujours dans le cadre de la diplomatie, directeur, mais qu'on mette un peu la MONUSCO devant ses responsabilités. Que la MONUSCO réponde de tous les cas où on a attaqué des villages, on a tué des centaines de personnes, alors que la MONUSCO était à 15 km. À 15 km. Que la MONUSCO réponde de tous les cas où on a attrapé des camions de la MONUSCO avec des matières premières à l'intérieur. Ils doivent répondre de ça. Et la vraie diplomatie, la diplomatie agressive, c'est le jour, moi je vois le président rwandais le faire quelquefois, c'est de se mettre devant ces gens et de leur dire, assez c'est assez, ça ne peut plus continuer. Maintenant, il y a ces volets de la MONUSCO, mais parce que nous avons constaté que 20 ans après, ça ne produit rien, et je pense que même une année de plus après, ça ne produira rien, posons-nous aussi la question, pendant 20 ans, nous étions un État faible il y a 20 ans. Qu'est-ce que nous avons fait pendant les 20 ans pour quand même corriger les faiblesses que nous avions? Nous n'avons rien fait. L'armée congolaise aujourd'hui est pire même que ce qu'elle était il y a 20 ans. Alors, essayons de prendre des décisions courageuses. Par exemple, les directeurs, décidons aujourd'hui que tout jeune qui a 18 ans puisse impérativement faire partie de l'armée. Je vous disais tantôt que nous avons un très grand territoire. Et pour protéger ces pays, nous devons être nombreux. Tout jeune qui a 18 ans doit faire partie de l'armée et servir pendant 2 ans. S'il ne veut pas servir, si les parents ne veulent pas que ces jeunes-là servent, eh bien, chaque parent devra payer 10 000 $ pour chacun des enfants qui ne veut pas aller à l'armée. Cet argent servira à renforcer l'armée autrement. Ça, c'est de 1. Et de 2, allons-y dans du renseignement alternatif. Directeur, ici, je ne sais pas si c'est un secret pour vous, il y a ce qu'on appelle ici unité de recherche scientifique. Vous savez c'est quoi l'unité de recherche scientifique? C'est qu'il y a des unités de police qui utilisent des gris-gris pour repérer des malfrats. Mais utilisons-les à grande échelle. Utilisons-les à grande échelle. Repérons partout où se trouvent ces terroristes-là. Et s'il y a possibilité, babet abango kake. Mais je vous dis, directeur, mais je vous dis, et vous savez, personne ne peut nier ici, nous avons vécu Kamona Sapou, nous avons vécu Bundu Dia Congo. Ils ont démontré, c'est démontré qu'avec certaines des forces mystiques qu'ils ont, ils pouvaient gagner des batailles. Je l'ai dit. Alors, utilisons-les à grande échelle, que ce soit de manière organisée. Et ça, je le disais, directeur, c'est pour pallier à la faiblesse que nous avons entretenue pendant 20 ans. Et quand nous aurons fait la démarche diplomatique et le renforcement par rapport à nos faiblesses, je pense que notre pays pourra aspirer à la paix. Merci. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Très rapide. Non, diplomatie. Suite à ce qui s'est passé récemment à l'Est, est-ce que la RDC, par l'entremise d'un pays africain membre non permanent du Conseil de sécurité, a demandé une réunion du Conseil de sécurité pour demander des comptes? Non, c'est nous aussi, c'est nous. Et on montre les images. Vous avez vu cette image d'un enfant latino-américain abandonné à la frontière américaine qui circule mais en boucle. Nous, les têtes coupées, les femmes violées, est-ce que nous les montrons? Alors, s'il vous plaît, la faute nous incombe aussi. D'accord, la faute nous incombe. D'ailleurs, concernant les volontaires qui déposent les armes, le président de l'Assemblée a dit, il dit qu'on doit trouver les solutions pour les insérer. La réinsertion. Réinsertion dans la vie. Parce que... Pas dans l'armée. Dans la vie. Le président de l'Assemblée a parlé de la vie, pas dans l'armée. Voilà. Il a dit qu'il faut qu'ils soient insérés dans la vie. Mais le problème est que ces jeunes gens
déposent les armes, au lieu de les récupérer pour les insérer, on les laisse dans un coin, poireauter, et puis après, découragés, ils réintègrent le groupe qui est resté. Le groupe qui est resté en brousse. Donc, ce sont des problèmes qu'on doit absolument résoudre. Je pense qu'avec l'élan actuel du Parlement, il y a moyen que vous, les analystes, vous puissiez encourager cet élan-là, que le Parlement puisse prendre les choses en main. Les gouvernements ne travaillent pas parce que le Parlement ne fait aucun effort pour contrôler le gouvernement. Les ministres, vous-même, vous ne les cotez même pas. Vous ne cotez pas les ministres. On ne parle pas. Les gouvernements qui viennent de passer ici, personne d'entre nous n'a critiqué les ministres, ceux qui ont travaillé positivement. Bon, prenez maintenant toutes les dispositions pour que les gouvernements qui arrivent. Nous commencerons par suivre l'activité chaque semaine. Oui. Chaque semaine. Et on aura un tableau d'évaluation ici. Un tableau d'évaluation. Oui. Alors, cette faiblesse se retrouve aussi dans ceux qui sont dans la capitale. Nous avons des entreprises de réseaux de communication dans la capitale. Mais ces gens travaillent comme des électrons libres. Qui contrôle ces gens-là? Qui contrôle? Qui protège le consommateur congolais? Vous achetez des unités, quelques minutes après, on vous dit, vous avez consommé vos unités. Il vous reste que quelques... Donc, voilà, des problèmes de ces gens-là. Nous parlions ici, dans les sommaires. Dans les sommaires, je vous ai dit ici, les bus que nous avons, qui n'ont pas fait un mois. Mais ces bus sont maintenant des bosses. Ces bus sont des égratignures. Mais bon, on n'a pas entendu que les gens de Transco soient interpellés. Même pas les députés. Pour dire, qu'est-ce qui se passe-t-il? Tout ce que... On n'a pas entendu que le ministre des Transports puisse appeler les gens qui dirigent Transco pour demander au chef de garage qu'est-ce qui se passe-t-il, pour demander à celui qu'on appelle le directeur des charrois. Où est passé les charrois précédents déjà? Voilà. Ce sont des choses, c'est ça nos faiblesses. C'est ça nos faiblesses. Alors, vous vouliez dire quelque chose sur les réseaux de communication, monsieur? Oui, je vous remercie sincèrement. Au-delà de tout, dans notre pays, au-delà de tout, c'est un problème d'organisation. C'est-à-dire, nous avons un problème de l'administration, la gestion administrative et l'orthodoxie. Parce que sous d'autres cieux, il y a des territoires qui n'ont pas de maisons. Des territoires. Autrement dit, des bâtiments administratifs. Et regardez la nature des bâtiments. Nous avions eu des arrêtés d'expropriation et d'attribution des biens. C'est-à-dire, on nomme quelqu'un, cadre de l'État, mais il n'a pas un logement décent. Nous avons ce problème. Et qui s'occupe de la gestion quotidienne, l'acheminement. Ce n'est pas le DCMP de football, mais le dépôt qui doit acheminer le médicament jusqu'à Ingende, à Idiofa. Qui assure ça? Généralement, c'est Maman Makombo qui est député qui doit amener le médicament et il peut vendre là où il veut. Excusez-moi. Et le véhicule de l'État, et ce qu'on appelle les TP, les dépôts, c'est ce problème. Même le fonctionnaire qui est aux Nations Unies, il a le véhicule, il va faire le lobbying comment? Les ambassadeurs ici, ils ont des restaurants. Les ambassadeurs ici, ils ont des restaurants, ils ont des clubs, ils font de musique à Al de la Gombe. Et puis, l'ambassadeur de la RDC ne sait même pas vendre le lingala moyennant un papier qu'on peut payer $100 et on l'authentifie comme calife ici. Et ça fait fonctionner l'ambassade. Et comme ils ne sont pas équipés, ils ne doivent pas participer. Le pays aussi ne paye pas les cotisations.
Oui. Donc, et tous ces diplomates-là, même sur le plan local, international, ont des problèmes. Alors, maintenant c'est la MONUC, parce que quand Kamel Morjane est venu, le premier, nous l'avons fréquenté, il nous dit, petit, vous êtes immature. Nous sommes venus avec les militaires internationaux pour protéger les Bibende, c'est-à-dire les multinationales ici. Le jour où vous seriez mûrs, on vous laisse votre pays parce que nous refusons qu'il y ait des tueries et tout. C'est comme ça qu'on protège les multinationales ainsi que... Parce que nous ne sommes pas égaux. Hein. Alors, tous ces gens-là, pour ne pas les tuer, c'est comme ça que vous voyez la MONUC. Maintenant, organisons-nous, soyons sérieux, quittons l'immaturité. Quand vous faites 20 ans sans carte d'identité, quand vous n'avez pas une administration sérieuse, même si vous déjà il faut penser ça. Qui vont le remplacer? Donc, on a des problèmes internes du sérieux. Alors, comme on a le président du Sénat, du Parlement, les anciens, ils savent tout aussi ça. Maintenant, ils ont un président jeune, fils aussi. Mettez un plan de développement du pays pour étudier tout ça. Voici ce que nous sommes. Nous avons une administration vieille. Les gens ne sont pas équipés, ne sont pas payés. Nous ne payons pas de cotisations. Quel est l'état de nos ambassadeurs? Est-ce qu'ils sont équipés? Ils ont des bâtiments. Comment ils vont plaider? Et tout ça, ça fait le pays. Nos militaires, peu importe, le service secret, s'ils n'ont pas l'argent de recherche, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, les cellulaires, et c'est comme l'a dit Luboya, quelqu'un, il goûte quoi 4 SIM de téléphone. Mais s'il y a une loi qui doit avoir un seul numéro, encore on doit suivre s'il est terroriste. C'est un problème aussi d'organisation et du sérieux. Donc le tout, c'est à nous. Si nous sommes sérieux, organisés, nous amenons le pays vers l'émergence. Ok. Rapidement. Je pense que si Jean Lokaka a insisté sur la question de l'état d'esprit de la situation de nos diplomates, ainsi de suite, je pense que si on arrive au point où on commence à les déguerpir, je ne peux pas dire que c'est la faute du président de la République. Pour la première fois, je vais être honnête avec moi-même. Je vais vous dire simplement que le fait d'avoir aboli les visas pour les Congolais qui venaient de temps en temps, qui ont acquis d'autres nationalités et qui prenaient les visas et qui renflouaient un peu le caisse des ambassades, et le mettre ici, parce qu'il a parlé de cotisation. Rapidement, Noël. Le fait d'avoir mis ça, je demande seulement au DGM de temps en temps de restituer cet argent aux ambassades. Ça, c'est un élément important. Deuxième élément, parce que vous avez évoqué la question des cellulaires dans notre pays. Un sérieux problème. Lorsque quelqu'un a des unités et qu'il a peut-être oublié au niveau de WhatsApp les données mobiles, ces unités partiront aussitôt. Il n'y a pas une législation ou des mesures qui sont prises pour dire si vous n'avez plus de mégas, alors vos unités peuvent être protégées. Ils peuvent le faire avec leur système. Ils ne le font pas. Même au niveau des éléments, c'est important. Moi, j'avais un jeune, récemment, il y a une semaine, un jeune qui a dit il essaye de mener le lobbying contre RTL et ce sont les avocats congolais de RTL qui vont les traquer ici dans ce pays pour dire ce que vous avez tweeté, vous devez enlever votre tweet parce que c'est une contre-production de RTL. Et les jeunes poursuivis jusqu'à ce qu'il est venu se cacher dans notre quartier. Nous sommes en train de vivre de réalités incroyables. Okay. Cependant, nous n'avons pas nos réseaux à nous. Même le chef de l'État, il utilise quoi? Orange, Vodacom, RTL, qui n'est pas congolais. On aurait apprivoisé la science comme disait Ngambi. On aurait ne serait-ce qu'un petit réseau, ne serait-ce que pour nos officiels, pour les protéger de la façon de communiquer, avoir la ligne rouge comme au Rwanda, ainsi de suite. Et ça, c'est une technologie que nous devons inventer avec le génie congolais, qui peut ne serait-ce que protéger les officiels de notre pays. Même l'armée doit avoir. Rien ne se fait de ce côté-là. L'armée doit avoir sa ligne. Oui, okay. Merci beaucoup, M. Noël. Je serai très bref. C'est quand même c'est malheureux pour notre pays. Dans un pays sérieux, on ne peut pas avoir 4 réseaux de communication ou plus que ça. Même ici à Brazzaville, je ne pense pas qu'ils ont 4 réseaux. Mais ici, nous recevons tout le monde. Et voilà, nous en souffrons aujourd'hui. Comment se fait-il, M. Noël, vous achetez des unités? Vous rentrez chez vous, vous essayez d'activer, il n'y a rien. Mais où sont parties ces unités? Et vous allez réclamer chez le marchand, il est porté disparu.
Voilà la situation que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Et en plus de ça, on nous amène encore cette fameuse rame. Ça, c'est un genre d'arnaque, monsieur Noël. On est en train d'arnaquer la population où on coupe à la source. Et cette rame n'est pas formalisée. Il n'y a aucun acte générateur du nom de rame. Ça, c'est le secret entre le ministère des PTNT, je ne dis pas le ministre, je dis ministère de PTNT et les opérateurs de communication. On doit voir clair dans cette affaire. Oui, c'est l'UDPS. On doit voir clair dans cette affaire. S'il y a moyen de convoquer ce ministre par les députés nationaux qui puissent nous expliquer, c'est que ce phénomène que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Un individu avec 4 réseaux. Mais vous êtes exposé. Comment vous, un individu, pouvez avoir 4 réseaux, 4 téléphones en main et on ne vous appelle même pas? Donc on doit quand même corriger ce genre de choses. Que nos députés et l'association des consommateurs, nous sommes abandonnés. Où est l'association des consommateurs? On nous arnaque des unités ici à longueur de journée. Vous entrez dans l'internet, c'est toutes les unités qui sont parties. En un laps de temps, monsieur Noël, s'il vous plaît. Okay. Que l'association des consommateurs se mette au travail et toutes ces organisations des droits de l'homme ici, qui font du bruit sur les 12 millions, mais les unités qu'on nous prenne ici, personne n'en parle. Directeur, les comportements de ARTPC, Autorité des régulations des postes et télécommunications, qui a vu le jour parce qu'il était important de réguler les secteurs. Mais malheureusement, il faut que nous disions que l'ARTPC ne fait pas encore son travail. Aujourd'hui, moi je crois, et je peux le dire, je ne pense pas que l'ARTPC a une idée sur le nombre de cartes SIM en circulation présentement. Nous avons parlé en off avant l'émission de comment certains autres pays suivaient de près l'obtention d'une carte SIM. Aujourd'hui, après autant d'années, malgré toutes les mesures qui ont été prises, j'ai la possibilité d'acheter ce soir même 10 cartes SIM activées et de tous les réseaux. Et nous le savons. Et ça s'est fait au vu et au su de tout le monde. Que font les autorités par rapport à cela? Mais même parce que nous parlons ici des comportements des telcos, des entreprises de télécommunications. C'est qu'aujourd'hui, vous savez, directeur, une entreprise de télécommunications qui a 8 millions d'abonnés, si elle se décide comme ça pour équilibrer son bilan ou ses chiffres, ses chiffres d'affaires, c'est décider de prendre sur chaque téléphone 0,5 $, c'est-à-dire 50 cents, qui peuvent passer comme ça. Ça veut dire que la société se fera 4 millions de dollars en une soirée. Est-ce que l'autorité des régulations s'assure? Parce que c'est vrai, aujourd'hui, vous savez, on a un nouveau monsieur de la société civile. Il y a des petits groupes qui se disent association de consommateurs, défense des intérêts des consommateurs. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas encore cette puissance d'action qui puisse contraindre les telcos. Il y a beaucoup qui font des conférences de presse et tout. Mais l'autorité des régulations, parce qu'il y a beaucoup de plaintes, l'autorité des régulations devrait se charger de ces dossiers et de vérifier pour l'intérêt des citoyens congolais. Vérifier chaque compte pour s'assurer qu'on ne vole pas sur le compte des compatriotes, parce que vous savez, parfois c'est des actions peut-être des entreprises, mais parfois c'est des actions de fraude, c'est-à-dire des employés de ces entreprises qui font des choses. Et pour atterrir, directeur, parlons aussi du code 243. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des systèmes en place qui font que quand les appels viennent de l'étranger, ça dévie, au fait. Ça dévie, ça apparaît comme un appel local. Et je peux vous le dire, aujourd'hui, la République démocratique du Congo emploie des sociétés étrangères pour faire ce travail-là de récupérer ces appels qui sont déviés. Et je vais vous dispenser au fait du montant. Parce que l'argent qu'on paye à ces sociétés-là, c'est à se demander pourquoi nous-mêmes nous n'avons pas une société. Parce que je pense qu'avec l'argent qu'on paye, en 3, 4, 5 mois, on peut payer le matériel qu'il faut pour que nous puissions faire ce travail-là. Donc l'autorité de régulation a un grand travail à faire par rapport à ça. Pour le Transco, directeur, déjà j'ai parlé ici du charroi. Quand le véhicule s'abîme, il n'y a personne ne répond de rien.
Comment est-ce qu'on peut avoir du matériel qui s'éternit, qui s'abîme, et personne ne répond devant personne? Les chauffeurs de Transco, comme la majorité des Quinois, ils obtiennent des permis de conduire où? Parce que 90% des Congolais qui obtiennent des permis de conduire, ils les obtiennent chez eux à la maison. Et ils commettent des fautes de conduite sur la route, mais ils ne sont pas reprochés, il n'y a rien. Et d'ailleurs, la police de circulation routière n'a jamais inquiété les chauffeurs de transport quand ils commettent des fautes de conduite. Donc c'est quelque chose qu'il faudra aussi regarder de près. Merci. Ok. Concernant Transco, c'est une entreprise qui nous appartient tous, un service commun. Nous y reviendrons. Nous y reviendrons parce que, à cette allure, le bus qu'on vient de lancer là, avant le mois de juillet, nous aurons des bus déclassés déjà. On risque d'avoir des bus déclassés. Ouais. On en a l'habitude, ça a toujours été comme ça. 5 mois après, on commence à déclasser. Ça circule même pas beaucoup. Donc, ça a toujours été comme ça. Donc, je pense que le nouveau gouvernement aura un regard sérieux là-dessus. Nous vous disions que vous nous avez téléphoné pour demander pourquoi est-ce que nous vous avons manqué 2 dimanches de suite. Eh bien, nous avions une panne au niveau de notre faisceau et nos techniciens sont à pied d'œuvre. Nous espérons que le nouveau gouvernement qui arrive pensera à acheter un nouveau faisceau parce que ce qui est rafistolé, c'est pour un temps. Mais, mesdames et messieurs, nous voici à la fin de ce numéro et nous sommes à vos dispositions. Pour ceux qui ont des suggestions à nous faire, nous sommes disposés, nous travaillons à guichet ouvert. Nous sommes ouverts à vos critiques pour que cette émission soit profitable à nous tous. Mesdames et messieurs, à la prochaine. Naboyokani bodiso na tebo, tusiwa baeta unité.